je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité socio-politique haïtienne. Au fait, s'il est un mot qui caractérise la situation de notre pays de ces dernières années, s'il est un mot qui caractérise la situation de notre pays de ces derniers mois, eh bien, lâchons le mot, c'est bien le mot crise. La crise, elle est systémique en ce qu'elle traverse tout le pays. Elle est systémique en ce qu'elle traverse tous les secteurs. Elle est systémique en ce qu'elle traverse toute la nation. Il n'est pas un seul secteur de la vie haïtienne qui ne soit touché par cette fameuse crise. Pourtant, notre travail nous impose de la disséquer, notre travail nous impose de la décomposer, c'est-à-dire à proprement parler de l'analyser, c'est-à-dire de déconstruire cette crise en ses composantes, en ses sous-composantes, afin que nous comprenions comment nous en sommes arrivés là, afin que nous comprenions surtout comment nous en sortir. Car il est facile de pointer du doigt cette crise, de montrer les divers secteurs qui participent de cette crise, mais c'en est une autre de nous demander mais comment nous en sommes arrivés là et surtout comment nous en sortir. Eh bien, c'est le propos de l'émission d'aujourd'hui, c'est la mission que nous nous assignons à l'émission d'aujourd'hui. Nous allons, méthode oblige, commencer par décliner quelques-unes des facettes de cette crise systémique, au fait les facettes les plus criantes, les facettes les plus patentes, d'autres qui seront moins évidentes, qui seront peut-être plus latentes, mais derrière tout cela, vous allez voir, mon souci c'est d'arriver à toucher du doigt ce pourquoi nous en sommes arrivés là et surtout comment nous en sortir. Je vous veux éveillé, je vous veux attentif. Vous connaissez notre recette nationale, quand un Haïtien, quand un Noir tout court veut être attentif, quand il veut se concentrer sur quelque chose, eh bien, il n'est rien comme le bon café national
que je vous invite à vous offrir à cette heure, à ce moment précis. Vous avez besoin de cette bonne tasse de thé, de cette bonne tasse de café, de cette bonne tasse de chocolat chaud, tandis que nous allons passer en revue les diverses facettes de cette crise. Au fait, ce ne sera pas, pour ainsi dire, une émission trop réjouissante. Il n'y a pas grand-chose de réjouissant dans la vie nationale haïtienne de ces dernières années, à proprement parler. Et pour vous le dire franchement, quand on pense à l'Haïti d'aujourd'hui, eh bien, cela nous brise le cœur. D'autant que quand on regarde les hommes qui sont en autorité, quand on regarde les hommes qui sont appelés à nous diriger, eh bien, ils n'ont aucun souci de nous sortir de la crise, peu en importe la facette. Au contraire, ils s'enlisent dans cette crise, ils se complaisent dans cette crise parce qu'ils s'enrichissent dans cette crise. Il ne faut pas croire que cette crise soit mauvaise pour tout le monde. Il y en a qui tirent avantage, il y en a qui tirent profit, il y en a qui s'enrichissent grâce à cette crise. Ils le font pour des desseins personnels, ils le font pour des motivations, ma foi, inavouables, parce que ces gens-là ne pensent pas à la nation, ils ne pensent pas à la collectivité, ils pensent peut-être à leur clan, ils pensent peut-être à leur famille politique, leur famille d'affaires, mais il n'y a personne dans l'équipe qui nous dirige en ce moment, si tant est qu'on puisse parler de diriger, qui pense à la collectivité, qui pense à la nation. On y va au contraire selon la logique du sauve-qui-peut. On s'inscrit dans une logique de réussite personnelle. On veut éviter d'avoir personnellement faim pendant les prochaines années. On veut mettre sa famille biologique, sa famille nucléaire, ou de temps en temps sa grande famille politique. On veut mettre, n'est-ce pas, sa famille à l'abri, n'est-ce pas, des privations pendant les prochains mois, en sorte que les grandes missions de l'État, les grands devoirs de l'État, ce qu'on appelle les dimensions régaliennes de l'État, sont tout simplement foulées aux pieds. Ces missions-là sont mises de côté. Et pourtant, nous ne devons pas lancer la serviette, nous devons continuer à nous battre, nous devons continuer, n'est-ce pas, à nous imposer le devoir de réfléchir sur les raisons profondes de cette crise systémique, question de nous en sortir et de reconstruire la nation sur une nouvelle base, de refonder la nation. Eh bien, tel est mon objectif ce matin. Je vous veux éveiller, comme je l'ai dit tout à l'heure. Offrez-vous cette tasse de thé, offrez-vous cette tasse de café, vous en aurez besoin. Donc, on s'arrête ici. Le temps pour vous offrir le temps pour vous de vous offrir cette tasse de thé. Et après cette page publicitaire, je vous reviens comme convenu. C'est promis. À tout à l'heure, les amis. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Serginho André Alexis. Question moi gagnant, c'est qui plan à long terme que nous gagnons pour que ça n'en vive actuellement pour pas retourner. Parce que tu es attaché, tu es macoute, il y a un paquet de bonnes constats qui vont fait, mais sauf que ça n'en vive actuellement, il évolue en fonction de temps. Donc, qui plan à long terme nous gagnons pour ça? C'est très important. Question ou posée, je vais répondre rapidement. L'homme s'auto inscrit dans cashmouvement.com. Le conseil de rencontre, n'a pas le faire plus tard. N'a pas le faire par Zoom. Et pas tout le temps, n'a pas le dit, viens rencontrer nous dans telle salle. Tant pis, s'il vous plaît, nous avons un cellulaire inscrit. Ça rentre dans la ligne droite, ça, monsieur Saoudien là. Nous pas la souhait, alors nous finissons faire mouvement ça, puis nous pas joindre nous encore. Ennemis nous suivre, yo qu'on haïtien très émotionnel. Nous souvent finissons première rencontre comme ça, puis toute bagaille tomber. Nous sommes bagaille qui te relé, on souffre pour Haïti. Rien pas fait. Alors cette fois-ci, ça va priver encore. Donc inscrit cashmouvement.com. Nous avons besoin de nom et prénom ou téléphone avec email pour nous capable d'entrer en contact avec vous. Voilà. Deuxième. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole
sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est un podcast. Civilité oblige, je tiens à vous remercier de votre patriotisme, vous féliciter de votre esprit patriotique, esprit que vous avez démontré une fois de plus dimanche dernier, lors de ce grand rassemblement que nous avons eu le 17 août dernier à Montréal. Vous vous êtes déplacés en grand nombre, si bien que nous étions confrontés à un beau problème, un gros mais beau problème, comme on dit en management. Vous étiez beaucoup plus nombreux que la salle ne pouvait vous recevoir. Nous vous remercions, vous qui avez fait le déplacement. Nous vous remercions aussi, vous qui nous avez suivis sur les médias sociaux. Et ne serait-ce qu'au niveau numérique, eh bien, l'événement de démarrage, l'événement de lancement de l'organisation de la diaspora a été un grand succès. Et depuis dimanche dernier, vous n'avez pas arrêté de continuer à manifester votre engagement. Vous nous l'avez manifesté notamment en vous inscrivant sur le site web cashmouvement.com. Cash, c'est pour Communauté d'action stratégique pour Haïti. Nous vous invitons, vous qui ne l'avez pas encore fait, à le faire. Prenez le temps de passer à travers le site. Le site, il est en amélioration constante. Il demeure en construction, comme disent les gens du métier. Mais il y a un onglet sous lequel vous pouvez vous inscrire en nous communiquant vos noms, prénoms, numéros de téléphone, email et surtout le champ dans lequel vous voulez vous engager pour Haïti, car le temps est venu pour la société civile haïtienne, le temps est venu pour la diaspora haïtienne de s'organiser vraiment, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on parle, nous les Haïtiens du dehors, d'une seule et même voix. Et c'est l'objectif de Cash. Lorsque nous avons lancé l'idée d'une communauté d'action stratégique pour Haïti, la même semaine de l'assassinat du président Jovenel, eh bien, le but était clair. C'était d'avoir une plateforme sur laquelle les Haïtiens vont se regrouper, de lancer un mouvement citoyen. Le temps est venu maintenant. Nous avons une équipe qui s'agrandit, une équipe avec des compétences multiples, des compétences diverses. Et donc, c'est tout cela que nous avons lancé dimanche dernier lors de cette conférence sur la sécurité en Haïti. Je ne sais pas pour vous, c'était émouvant. Je parle d'un point de vue personnel, de vous voir arriver en si grand nombre. L'événement était prévu pour 16 heures, donc pour 4 heures de l'après-midi. Et dès 16 heures moins le quart, eh bien, l'équipe d'accueil est venue m'annoncer, nous étions, nous, les présentateurs, nous, les intervenants dans une loge. Eh bien, dès 16 heures moins le quart, on est venu nous annoncer que la salle était pleine. Et lorsqu'effectivement nous sommes descendus dans la salle, oh là là! Nous avions ressenti une fierté d'être haïtiens et une fierté qui s'est intensifiée tandis que nous entonnions ensemble l'hymne national haïtien. Merci de vous être déplacés. Un autre moment de grande fierté, c'était de voir que toute cette soirée s'est déroulée par des compétences haïtiennes. L'équipe d'accueil, l'équipe de captation d'images, l'équipe de sécurité, la salle elle-même appartient à des intérêts haïtiens. Le temps pour moi de remercier le pasteur Emmanuel Dessalines de l'église Centre-Vie Transformée, de remercier son épouse, le pasteur Naomi Dessalines aussi. Je disais donc que toutes les compétences sont haïtiennes. C'était avec beaucoup d'émotion de voir ces spécialistes, ces vétérans des armées canadiennes et américaines. C'est des gens qui ont aidé
à mettre en place un système de sécurité pour les États-Unis, pour le Canada, et qui aujourd'hui, quoique retraités, continuent de mettre leurs compétences en matière de sécurité qui pour le Canada, qui pour les États-Unis. Et c'était beau de voir ces gens-là prendre la parole devant un public haïtien dans la seule langue haïtienne, le créole, et dire à quel point ils sont prêts à aider Haïti. En fait, on ne parle pas d'aide, parce qu'il s'agit de leur propre pays, de leur propre nation, à quel point ils sont prêts à s'engager pour qu'Haïti sorte de cette crise sécuritaire. Et le clou de la soirée était nul autre que notre conférencier personnel, enfin notre conférencier de la soirée, notre ami personnel, le keynote speaker, comme on dit en anglais, eh bien le docteur Rod Joseph, qui, comme vous le savez, est un vétéran de l'armée américaine, qui a présenté, comme s'il était dans une salle de classe, n'est-ce pas, le plan de sécurité. Autant dire, il est possible de nous sortir de cette crise sécuritaire. Ce qui manque, mais il manque une volonté politique. Maître Roosevelt Rosier, avocat de son métier, a montré la dimension politique de cette crise. Il n'y a pas qu'une dimension logistique, il n'y a pas qu'une dimension à proprement parler d'armes, mais il y a une dimension politique à la chose. Et nos divers intervenants ont montré les diverses facettes de cette crise, et ils nous ont surtout montré qu'il était possible. C'était le message à retenir. Il est possible de se sortir de cette crise si on a les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut, à la bonne place. Il est possible de nous sortir de cette crise s'il y a une équipe qui soit pétrie de nationalisme et de patriotisme. Ce n'est pas vrai que cette crise est sans solution. Ce n'est pas vrai que cette crise est une fatalité. Encore une fois, je vous remercie et vous l'aurez remarqué, l'émission de ce matin est spéciale en ce qu'elle est saupoudrée d'extraits de cette conférence. N'est-ce pas question de vous rappeler que ce momentum du 17 août dernier, qui est notre nouveau bois caïman, il ne va pas mourir, n'est-ce pas? On est parti pour de bon. J'en profite pour vous dire que notre prochain arrêt va se faire au New Jersey. Je viendrai avec des précisions quant à l'adresse. Ça va être le dernier samedi du mois de septembre, de mémoire le 27 septembre. Nous allons nous déplacer vers le New Jersey. Nous allons inviter le public, n'est-ce pas, haïtien qui vit dans l'État du New Jersey ou bien dans les États voisins comme New York pour ne citer que celui-là, n'est-ce pas, de venir exprimer leur patriotisme lors de ce grand rassemblement qui aura lieu. Donc, à la fin septembre, au New Jersey, je vous viendrai dans les prochains jours avec les précisions. Donc, puisque le 17 août, nous avons lancé le cri de ralliement en vue de reconquérir, recouvrer notre destin, recouvrer notre pays, recouvrer notre héritage, eh bien, nous allons aujourd'hui vous parler de la crise, de cette crise qui dure déjà depuis plusieurs années et crise dont on nous donne l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, ce que nous rejetons. Donc nous allons prendre le temps de l'analyser, cette crise, de la décliner sous ses diverses facettes afin de voir enfin comment nous en sortir. Eh bien, vous serez surpris d'entendre que la crise, elle est fondamentalement une crise d'hommes. Avant qu'elle ne soit une crise de sécurité, avant qu'elle ne soit une crise politique, avant qu'elle ne soit une crise de leadership, avant qu'elle ne soit une crise de moralité publique, avant qu'elle ne soit une crise organisationnelle, une crise constitutionnelle, une crise nationale, la crise, elle est une crise d'hommes. Si vous voulez vous en convaincre, regardez le profil des hommes et de la femme qui siège au Conseil présidentiel de transition. Ce sont tous et toutes d'éminentes personnalités. Vous avez un sénateur, vous avez même 2 sénateurs de la République, en les personnes de
Louis Gérald Gilles, qui est médecin, en la personne de Edgar, n'est-ce pas, qui, lui, Edgar, fut président du Sénat. Donc, vous avez, si vous cherchiez des personnalités éminentes, vous avez la recette parfaite. Je vous ai dit que vous avez d'anciens sénateurs, l'un d'entre eux était même président du Sénat, donc potentiellement président de l'Assemblée nationale. Vous avez un ancien gouverneur de la banque, n'est-ce pas? Donc, si vous cherchiez quelqu'un qui maîtrise les chiffres et qui comprend, n'est-ce pas, les arcanes de l'économie, mais vous avez en la personne de Fritz Alphonse Jean la personne idéale. Vous aviez quelqu'un qui arrive avec un bagage d'expérience en sa qualité de ministre. C'est le cas de Leslie Voltaire. Leslie Voltaire est un ancien ministre sous les gouvernements de Jean-Bertrand Aristide et de René Préval. En plus d'avoir été ministre, il était conseiller à la fois du président Jean-Bertrand Aristide et du président René Préval. Et comme si cela en soi ne suffisait pas, c'est un architecte qui a roulé sa bosse non seulement aux États-Unis, mais au Chili, au Mexique, etc. Si vous cherchiez quelqu'un qui est garant de moralité publique, mais au sein du CPT, vous avez un pasteur. Et si vous vouliez avoir des garanties légales, vous aviez un ancien juge. De mémoire, il me semble que j'ai cité à peu près tous les attributs. Et si vous cherchiez quelqu'un qui s'y connaît en affaires, eh bien vous avez un entrepreneur, un homme d'affaires qui, comme par hasard, est aujourd'hui le coordonnateur du CPT. Donc, si on analysait les CV, si on cherchait des éminentes personnalités, si on cherchait des gens intelligents, si on cherchait des gens formés, le CPT aurait été la formule parfaite, la formule idéale. Le CPT aurait été la recette magique. Nous y retrouvons des sénateurs, donc des hommes politiques, des économistes, d'anciens ministres, médecins, un ancien juge, un pasteur, donc un ancien entrepreneur encore. Nous avions tout au sein du CPT. Pourtant, le CPT se comporte précisément comme la plupart des politiciens haïtiens, et je vais peser mes mots. Le CPT est une organisation de malfaiteurs. Ils sont en train de piller la nation. Ils sont en train de placer, les membres du CPT sont en train de placer leurs petits amis dans les représentations diplomatiques, comme cela s'est toujours fait au cours de ces dernières années. Le CPT est en train de détourner des fonds publics, et on l'a vu dernièrement. Tenez, si vous cherchez un sociologue, nous en avons un à la personne de Smith-Augustin. Donc, peu importe ce que vous recherchiez en matière de compétences, eh bien, nous retrouvons cela dans le CPT. Et pourtant, le CPT échoue autant qu'un Ariel. Le CPT échoue autant qu'un Michel Martelly. Le CPT échoue autant qu'un Jovenel Moïse. En sorte que la première facette de cette crise, ayons le courage de le reconnaître, c'est que nous avons une crise d'hommes. Et cela finit par m'enlever beaucoup d'espoir en la capacité de l'homme, je dis bien la capacité de l'homme haïtien à se sortir de cette crise. Et écoutez bien ce que je suis en train de te dire. Parce que l'homme haïtien, précisément parce que il comprend mal ce pourquoi on parvient au pouvoir. Pour lui, quand on parvient au pouvoir, eh bien, c'est pour profiter des avantages du pouvoir. C'est ce que fait le CPT. Ils se donnent toutes sortes de frais, des frais pour leur sécurité personnelle, des frais, vous allez en rire, mais c'est écrit dans leur accord, c'est écrit dans leur budget, des frais pour remplir leur frigidaire personnel,
aux dépens d'un peuple qui meurt de faim. La crise est aussi une crise alimentaire. Ils se permettent, n'est-ce pas, de profiter de tous les avantages du pouvoir, passeport diplomatique pour eux et pour leurs proches. Ils dépensent sans qu'ils ne rendent compte à personne, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir, le fameux check and balance, n'est-ce pas, qui est un principe conventionnel en matière de pouvoir. Pour tout pouvoir public, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir auquel on rend compte, mais ces gens-là, malgré l'accord qu'ils avaient signé, qu'ils avaient rédigé et qu'ils avaient défendu, se moquent de tout contre-pouvoir, donc ils vilipendent, ils dépensent, ils gaspillent. L'un d'entre eux, qui est de ma ville natale d'ailleurs, pour son anniversaire personnel, aurait dépensé quelque chose comme 73 000 $ américains parce que les gens du Nord voulaient fêter, n'est-ce pas, cet homme-là. Alors là, ils ont gaspillé des milliers de dollars de fonds publics. Et quelqu'un m'a soumis un document qui prouve que le Premier ministre actuel, n'est-ce pas, est en train de détourner des millions. Et Alex Didier Fils-Aimé, il était en faillite, n'est-ce pas, juste avant d'être consacré Premier ministre par le CPT, allez savoir pourquoi. Eh bien, il était en faillite, dis-je. Ceci n'est pas sans rappeler la faillite personnelle de Michel Martelly. Et aujourd'hui, on a des preuves que Alex Didier Fils-Aimé détourne des fonds publics vers des comptes offshore, comme on dit. Merci. OK. Posez. Bam fait nous rire dans poser a. Te gen un politicien qui a fait discours en créole et puis gon monde qui a traduit. Et puis faut là au moment donné animé. Et puis orateur là dit pour là poser. Et puis mon cap traduit a dit coquille d'œuf. On prend 5 questions de ce côté. Autant dire, si on cherchait des personnalités éminentes, des gens qui se sont présentés à des élections, des gens qui ont fait campagne pendant plusieurs années pour une transition de rupture, des gens qui, sur la base de leur CV, n'est-ce pas, ont ce qu'il faut pour diriger ce pays différemment des autres, eh bien, je disais que la crise finit par nous enlever tout espoir en la capacité de l'homme haïtien de gérer le pays parce qu'il y a véritablement une crise d'hommes. Dernièrement, j'ai un ami sans doute bien intentionné qui est venu me voir avec une liste de noms sur laquelle on retrouve des personnalités éminentes. On y retrouve un ancien ministre de l'Éducation très âgé. On y retrouve des universitaires, des femmes qui ont enseigné à l'université, etc. Et puis j'ai regardé la liste et j'ai dit à mon ami, en quoi ces hommes-là sont-ils différents des Fritz Alphonse Jean, de Edgar Leblanc, de Louis-Gérald de Gilles, de Smith Augustin, citez-moi encore Leslie Voltaire. Si vous placez une éminente personnalité à la tête de l'État seulement parce que c'est une éminente personnalité, son premier réflexe, et je pèse mes mots, son premier réflexe sera de se mettre à l'abri pour les prochaines années de la privation du primum vivere. Son premier réflexe sera, n'est-ce pas, de satisfaire son primum vivere. Il va détourner des fonds publics, il va refuser de rendre des comptes et il va placer ses petits amis au pouvoir comme sont en train de le faire les hommes du CPT. Et là, on m'a amené, n'est-ce pas, un ancien ministre de l'Éducation très âgé aujourd'hui et le prétexte était qu'à cet âge-là, on ne vole plus. Faux. J'ai une bonne amie qui me dit, vous savez, Jean, la politique nous aura appris que l'âge n'amène pas la raison, l'âge amène des saisons.
selon qu'on est plus ou moins âgé, on vit des saisons différentes, mais l'âge ne vient pas automatiquement avec la raison, parce que on a vu les hommes qui sont au sein du CPT, beaucoup d'entre eux ne sont pas non plus d'une prime jeunesse. Est-ce que ça leur confère automatiquement la raison d'État? Est-ce que ça leur confère automatiquement, n'est-ce pas, une sagesse dans l'art de gouverner? Nullement. Donc, ne me prenez plus le prétexte de l'âge pour, n'est-ce pas, proposer quelqu'un à la tête de l'État sous prétexte qu'à cet âge-là, on ne vole plus. Myrlande Manigat nous avait servi ce faux prétexte-là. Vous savez, quand elle était candidate en face de Michel Martelly, elle disait dans plusieurs discours, vous savez qu'à mon âge, on ne vole pas, à mon âge, on n'a plus de problème de moralité publique, on n'a plus de problème de corruption. On a découvert par la suite que Myrlande Manigat a reçu un chèque, au moins un chèque, n'est-ce pas, d'un sénateur dominicain qui a financé sa campagne, tout comme ce sénateur a financé la campagne de Michel Martelly. Autant dire, ne me servez plus cette médecine de l'âge comme étant un garant de l'incorruptibilité. En sorte que, je l'ai dit, la crise haïtienne est d'abord une crise d'hommes. C'est une crise d'hommes, comme l'autre, n'est-ce pas, Diogène, nous l'avons appris dans nos premiers cours de philosophie. Diogène qui allumait une lampe en plein midi, tandis que le soleil brillait de tous ses feux, le soleil était à son zénith, le soleil était à son paroxysme, lui-même allumait une lampe, n'est-ce pas, cherchant un homme. Je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes là, nous les Haïtiens, nous qui avons encore, n'est-ce pas, cette tristesse dans le ventre. Quand on voit comment notre pays est en train de péricliter, eh bien, nous devons avoir le mal courage de reconnaître que la crise haïtienne, elle est d'abord une crise d'hommes. Une crise d'hommes. Citez-moi un homme qui, dans l'Haïti d'aujourd'hui, vous offre la garantie absolue que si lui parvenait à la tête de l'État, ne placerait dans les diverses structures de l'État ces hommes et ces femmes qui, si lui-même était parvenu au pouvoir, se contenterait, n'est-ce pas, de ce que la loi lui permet d'avoir. Si lui-même parvenait au pouvoir, ne s'enrichirait pas de manière, n'est-ce pas, illicite. Citez-moi un seul homme comme cela. Eh bien, nous avons une crise d'hommes, parce que c'est bien beau de tenir des discours, c'est bien beau, n'est-ce pas, d'aller sur une chaîne de télé et de faire de l'histoire, c'est bien beau de parcourir, n'est-ce pas, les médias, comme le faisait Fritz Jean, pour prêcher une transition de rupture, pour prêcher une nouvelle gouvernance. La réalité, c'est que, et je le dis, n'est-ce pas, le cœur saignant, je le dis, n'est-ce pas, le ventre souffrant. La vérité, c'est que les hommes et les femmes d'Haïti d'aujourd'hui sont, ce n'est pas leur faute, à ce point privés du primum vivere. On les a démonisés si longtemps. Le verbe ici, il sera un verbe très haïtien. On leur a enlevé leur nanan. On les a à ce point dénanantisés que quand ils parviennent au pouvoir, eh bien, leur premier réflexe, l'instinct de survie, dirait Freud, n'est-ce pas? Ou bien, que sais-je encore, Darwin? Eh bien, leur premier réflexe sera de s'assurer que, s'ils devaient rester qu'un mois au pouvoir, eh bien, en un mois, ils auraient suffisamment volé, ils auraient suffisamment détourné d'argent pour être à l'abri des privations des besoins premiers pendant les prochaines années. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a toujours vu. Il y en a qui ont détourné des fonds avec plus d'ostentation, les bandits légaux qui disent de toute manière, on s'en fout. Je suis au pouvoir justement pour m'enrichir, je suis au pouvoir justement pour profiter des avantages que me confère le pouvoir et non pas pour servir la communauté. Eh bien, on en est là, les amis, nous avons une crise d'hommes. Quand je dis cela, je ne suis pas en train de dire que tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes sont de potentiels voleurs ou voleuses. La vérité, c'est que le système a été construit de manière telle que, tenez,
On n'a pas l'habitude de reddition de comptes. On n'a pas l'habitude, n'est-ce pas, de montrer patte blanche quand on est à la tête de l'État. Au contraire, on confond sa cassette personnelle, on confond son patrimoine personnel avec le patrimoine commun. D'ailleurs, l'école ne nous a pas appris à croire en un patrimoine commun, en sorte que peu importe la personnalité éminente que vous placerez au pouvoir, la personnalité éminente fera comme Fritz Alphonse Jean, comme Edgar Leblanc, comme Louis-Gérald Gilles, comme, n'est-ce pas, Smith-Augustin, en un mot, voler. Voler, voler, voler le plus que possible, parce qu'on n'est là que pour 1 an, on n'est là que pour 2 ans. Il faut s'assurer d'être à l'abri des privations pendant les prochaines années. C'est une leçon que j'ai apprise à la dure, parce que je me disais que ces gens-là avaient tant à perdre. Ils sont âgés, c'est d'anciens universitaires, c'est des gens qui sont très ancrés dans leur communauté. Fritz Alphonse Jean s'était fait un renom, il s'était fait une renommée, un nom dans le département du Nord. Je me disais que lui au moins résistera. Je me disais que Edgar Leblanc n'a pas la réputation de quelqu'un qui s'intéressait à l'argent, lui au moins résisterait. Mais on a vu que le système est conçu de manière telle que il broie, il ploie, il dévore l'individu, en sorte que la première facette de la crise, c'est une crise d'homme. Comment on répare l'homme? Mais c'est l'école. Et comment on répare l'homme? C'est la famille. Et vous notez que notre tissu social est à ce point déchiré. Vous notez que notre famille, notre conception traditionnelle de la famille haïtienne est à ce point ébranlée que aujourd'hui vous avez des mères qui transigent le corps de leurs filles, qui transigent le corps de leurs garçons afin qu'elles puissent, ces mères-là, manger. Nous sommes à ce point privés du primum vivere que même notre conscience de mère, notre conscience parentale, notre conscience de père a pris le bord. Je le dis, la misère est telle que, quand dans une famille il y a une belle enfant, quand dans une famille il y a une belle fille, sans le trait d'union, un beau garçon, c'est une opportunité pour la mère, une opportunité pour le père de se faire un petit peu de pécule parce que, tenez, il n'y a plus rien. Donc, il y a une crise d'homme. C'est l'école qui devrait aider à reconstruire l'homme haïtien. Mais le ministre de l'Éducation, M. Antoine Augustin, n'a-t-il pas lancé la serviette lorsqu'il y a à peu près 1 mois, il y est allé d'une conférence de presse pour dire qu'il n'y a plus d'école, les enfants sont fous, les parents sont fous, il n'y a que lui, suivez mon regard, le ministre de l'Éducation, qu'il ne soit pas fou, les profs sont fous, les parents sont fous, les enfants sont fous. Et je dis que quand on veut former un nouveau citoyen, quand on veut former une conscience de citoyen, c'est le travail de l'école. Mais notez, malgré les beaux messages, malgré les beaux discours, malgré les belles entrevues qu'on retrouve encore sur Internet, qu'offrait Antoine Augustin, lorsqu'il n'était pas encore ministre, devenu ministre, il s'est rapidement conformé au système. Le réflexe est un réflexe de survie, voler comme les autres, pour ne pas être, pour être à l'abri des privations du primum vivere pendant les prochaines années. Donc, il y a une crise d'homme, les amis. Il y a une crise d'homme. Il nous faut donc réparer l'homme haïtien. Que dis-je? Il nous faut donc reconstruire l'homme haïtien. Et pour reconstruire l'homme haïtien, tous doivent y mettre, n'est-ce pas, tous doivent y apporter leur contribution. On doit apporter du sien. L'école doit être réformée pour reconstruire l'homme haïtien. Mais ça, c'est autre chose.
La famille doit être reconstruite pour reformer l'homme haïtien. Les médias, c'est-à-dire tous ceux qui ont une influence, tous ceux qui ont un pouvoir de convocation, tous ceux qui sont écoutés dans ce pays devraient, n'est-ce pas, mettre à contribution leur moralité pour reconstruire cet homme haïtien. L'homme haïtien devient tous les jours un peu plus démonisé. L'homme haïtien devient tous les jours un peu plus dénanantisé. La crise est d'abord une crise d'homme. Et on ne pourra pas changer le système si on ne change pas l'homme, puisque ce sont les hommes qui font le système. Le système doit être au-delà des hommes qui le font, mais les hommes qui le font doivent être pétris d'idéaux patriotiques tels qu'ils projettent sur ces institutions les plus grandes valeurs, les valeurs les plus nobles, des valeurs communes, des valeurs de patrimoine commun, et c'est ce que nous avons perdu. Nous avons été démonisés, nous avons été dénanantisés, nous avons perdu notre nanan, nous avons perdu notre âme, et nous devons la rechercher. C'est donc la première facette de la crise, c'est une crise d'homme. Pourquoi avons-nous une crise d'homme? Mais c'est parce que nous avons une crise de moralité publique. La moralité publique a foutu le camp. Vous vous souvenez quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, je suis quinquagénaire. Le pire attribut qu'on ait pu coller à une famille, c'est que dans cette famille, il y a eu un voleur. Quand l'haïtien lançait ce cri « barré, volait », mais c'était le cri suprême. Et quand effectivement on mettait la corde au bras de ce voleur-là, c'est toute la famille qui en mangeait un coup. Mais aujourd'hui, la moralité publique a pris le bord. La corruption est généralisée, la corruption devient la norme. C'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a pas d'éthique au sens propre du terme. Donc, il n'y a pas de moralité publique. On peut kidnapper pour de l'argent. Les jeunes sont entraînés par des vieux à kidnapper pour de l'argent. Les vieux, c'est comme ça que ça a commencé. Les politiciens, les gens du secteur d'affaires, c'est comme ça que ça a commencé. On choisit de placer des armes dans des mains de jeunes garçons, dans des mains de jeunes femmes, contre rémunération. Et donc, le respect pour la vie, le respect pour la personne humaine, le respect pour les droits inaliénables, n'est-ce pas, des humains, a pris le bord parce que cette crise d'homme a conduit à une crise de moralité publique. Dites-moi, connaissez-vous un seul politicien haïtien qui ait honte de lui-même lorsque on le convainc de vol? Mais c'est la mode. Il est intelligent. Remarquez comment on change, n'est-ce pas? On change l'acception, on change le contenu du mot intelligent. Le politicien haïtien, il est intelligent quand il vole. Plus personne, n'est-ce pas, ne se soucie d'avoir une image bien léchée, d'avoir une moralité publique connue. Ça a toujours été le cas, vous me direz avec raison. Mais pendant les dernières années, on a banalisé la corruption. On a banalisé l'immoralité publique, en sorte que des politiciens se vantaient d'être des bandits légaux. Des politiciens traitaient la population civile de frustrés quand des gens de la population civile osaient les accuser de vol, osaient les accuser de corruption. Eh bien, ces politiciens-là disaient, mais c'est parce que vous êtes aigris. Lorsque vous serez président, vous ferez comme nous. Et de fait, tous ceux qui étaient dans l'opposition sous le régime PHTK et qui criaient, n'est-ce pas, à l'injustice, qui criaient à la corruption quand on était exposé au détournement de fonds, n'est-ce pas, Petro-Caribé, eh bien, ces mêmes gens aujourd'hui. Fritz Alphonse Jean était dans l'opposition
dénonçant la dilapidation des fonds publics Petro-Caribé. Aujourd'hui, il y met les deux mains. Antoine Augustin était dans l'opposition, réclamant une transition de rupture, réclamant que le ministre d'Éducation d'alors fasse rapport du Fonds national pour l'éducation. Le $50 qu'on prélève sur tous nos transferts vers Haïti. Il aura bientôt 2 ans à la tête du ministère de l'Éducation. A-t-il jamais rendu rapport? Jamais. Il s'en fout. Crise de moralité publique. Personne ne se préoccupe du bon. Personne ne se préoccupe du bien. Personne ne se préoccupe du juste. Hein? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bien? Mais c'est la crise de moralité publique. Puisque nous avons une crise d'hommes, la crise d'hommes, n'est-ce pas, se manifeste dans une crise de moralité publique, eh bien, il en résulte une crise de leadership. Je le disais quand je parlais de la crise d'hommes. Amenez-moi une liste d'éminentes personnalités, je vais vous répondre en une phrase. Qu'est-ce qui me donne la garantie que ces éminentes personnalités-ci ne réagiront pas comme ces éminentes personnalités-là? Vous me parlez de diplôme, eh bien, les gens du CPT en sont bardés. Vous me parlez de compétences, les gens du CPT en ont. Vous me parlez d'expérience à la tête de l'État, mais quand on a été gouverneur d'une banque centrale, on a de l'expérience. Quand on a été 2 fois ministre, on a de l'expérience. Quand on a été, n'est-ce pas, président du Sénat, on a de l'expérience. Alors, il y a donc une crise de leadership. J'aime à le rappeler en tant qu'historien. Quand une collectivité passe par une crise, souvent on se tourne vers une personnalité qui va parler au nom de la majorité, qui va parler au nom de la masse. Une personnalité qui est à ce point proche de son peuple, une personnalité qui est à ce point proche de sa communauté qu'elle peut dire pour les sans-voix, qu'elle peut parler pour les sans-voix, qu'elle peut porter, une espèce de porteur de ballon, elle peut porter les desiderata de la collectivité. Mais dites-moi, connaissez-vous quelqu'un aujourd'hui, homme ou femme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, qui jouit de ce panache national, qui jouit de ce panache pan-national, ça veut dire qui traverse la nation, et celle du dedans, et celle du dehors, car il y a une Haïti du dehors aussi. Connaissez-vous une seule personnalité qui fasse l'unanimité, une personnalité qui fasse consensus, et qui puisse parler en notre nom à tous et à toutes? Non. Donc vous voyez que la crise, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on voit. On voit la crise de sécurité physique, on voit la crise constitutionnelle, on voit la crise politique, mais tout ceci n'est que la pointe de l'iceberg. En deçà de ces manifestations, en deçà de ces facettes visibles, il y a une crise beaucoup plus profonde, c'est la crise d'hommes. Pourquoi y a-t-il une crise d'hommes? Parce qu'il y a une crise de moralité publique. Et en quoi consiste, n'est-ce pas, cette crise de moralité publique? Eh bien, mais cette crise résulte en une absence de leadership. Chacun va parler pour son petit réseau social, chacun va parler pour son petit groupe d'amis, chacun va parler pour sa famille politique. Et dites-moi, parmi ceux qui s'apprêtent à devenir candidats à la présidence, il y en a déjà qui s'échauffent, pas vrai? Qui font leur petit tour dans la diaspora. Il y en a qui donnent des entrevues. Il y en a, n'est-ce pas, qui de temps en temps se présentent dans des médias pour dénoncer. Dites-moi, connaissez-vous un seul parmi ces candidats, jeunes ou vieux? Et c'est même pas une question d'âge. C'est même pas une question d'âge. C'est le logiciel de l'homme politique haïtien qui est vicié. C'est le logiciel de l'homme haïtien. Dès qu'il s'intéresse à la chose publique, mais c'est déjà vicié son logiciel. Parce qu'il ne comprend pas que le pouvoir signifie servir. Eh bien, être au pouvoir signifie servir les autres. Si lui ne comprend pas la chose de cette manière, son environnement finira par le broyer en le traitant d'imbécile, en le taxant d'un manque d'intelligence. Alors, vous voyez qu'il y a une crise de leadership.
J'aime à rappeler dans l'histoire que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la France était à genoux, c'est seulement en quelques semaines que les nazis en sont venus à bout de la résistance française. Tandis que l'État français lui-même a été asservi par les nazis volontairement dans le cas du gouvernement Pétain, comme on l'appelle. Les Français avaient une voix. Ils s'intonisaient tous les après-midi ou en début de soirée, la BBC, pour écouter une voix. Une voix pas toujours sûre d'elle-même, une voix qui se cherchait dans un premier temps, la voix de Charles de Gaulle. Et c'est cet homme qui, au gré de ses discours, a fini par parler au nom des résistants français. C'est cet homme qui, après la Seconde Guerre mondiale, va s'imposer comme personnalité qui jouissait d'une légitimité certaine, puisqu'il parlait, lui, au nom des Français. Et c'est finalement lui, le créateur de la Ve République. Mais si je vous pose la question, en ce temps de crise d'hommes, en ce temps de crise de moralité publique, en ce temps de leadership, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler pour nous? Si quelqu'un prétend le faire, suivez bien ses motivations et vous verrez que, lui aussi veut sa part du gâteau. C'est ce qui arrive aujourd'hui. La personne se dit, mais si un tel a pu s'offrir une si grande part du gâteau pendant si peu de temps, eh bien, moi aussi, je peux avoir ma part. La personne n'a aucune solution à la crise d'aujourd'hui. La personne ne comprend même pas ce à quoi nous sommes confrontés, mais elle veut sa part du gâteau parce qu'un tel, une telle a sa part du gâteau. Crise d'hommes, crise de moralité publique, crise de leadership. Nous cherchons un homme. Nous cherchons un homme qui dispose d'un tel panache, qui dispose d'une influence si consensuelle qu'il peut imposer une certaine direction à la nation. Arrêtons ici, après cette trilogie. Crise d'homme, crise de moralité publique, crise de leadership. C'est pas fini. La crise va continuer à se décliner en d'autres facettes. À tout à l'heure, les amis. D'accord. Non, moi, c'est David Edouard, je suis sorti de Toronto. Et que, question, m'appelle bien juste, c'est M. Rosier. Alors, Haïti signe un paquet de traités, et soit qui datent de 200 ans et même plus. Par exemple, si on prend le fameux traité de Concordat de Damiens, qui plongeait l'éducation noire dans une situation critique. Je dis là, nous avons besoin pour nous remettre en question le traité de Concordat de Damiens. Qui ça ou capable faire pour nous? Et bien d'autres traités encore. Ça fait me parler comme ça parce que moi, je évolue en éducation. D'accord? Merci beaucoup. Je dis, Gary Edouard, merci pour la question que. David Edouard, merci pour la question que vous posez sur la question de Concordat de Damiens. Je pense que vous soulevez une problématique qui est fondamentale. Et ça fait partie même de. Nous sommes capables de dire disposition qui doit prendre pour construction Haïti plus bon que nous sommes capables de arriver. Parce que c'est question d'éducation. Parce que son erreur historique, même considéré que le TI. Mais en matière juridique, il y a des gens qui ont traité. Parce qu'ils ont traité, ou soit une convention, il y a différentes phases qu'on entame avant qu'elle rentre en application. Il y a une négociation, il y a une signature, il y a une ratification. Mais il y a une grande technique que nous sommes capables de faire pour nous révoquer ça, c'est à travers la Constitution, si que nous avons une nouvelle Constitution. Parce que suivant le principe hiérarchisation des normes, Constitution est toujours en lait. Parce que le traité a une portée supralégale. Ça veut dire automatiquement qu'on fait Constitution, en dans la Constitution, on met un article qui est capable de dire, qui révoque toute disposition qui est contraire à la Constitution, l'État est capable de tomber. Parce que le traité, on va parler de l'IA, c'est le traité ça qui baille l'Église catholique, toute éducation pays, baille tes pays, toute bagaille. Ça veut dire que nous sommes capables de voir qui modèle
je ne vais pas le mettre en question, même si je suis un produit de l'école de l'Église catholique, je ne vais pas le mettre en question instruction. Je suis capable de mettre en question qui valeur éducative l'école congréganiste en Haïti, c'est qu'il y a une société. Ça. Parce que je ne peux pas dire 3 cas n'est qu'à voler dans l'État, qui passe écraser l'État là, ni femme, c'est Kaïmé, Kaïpé ou t'es sorti. Et pas parce que 3 cas. Et je parle de l'autre bagaille. Moi, j'ai une vérité, pas une vérité historique qui cache chaque génération. Il faut fixer responsabilité. Oui, me dit que le régime PHTK a gagné une responsabilité dans ce qui passe là. Et je suis clair sur ça. Et je ne dire pour qui. Je ne pas dire que l'insécurité a commencé avec PHTK. OK? Et que PHTK appliquait une stratégie politique pour le pouvoir déraper dans le ça que je veux content. Pas content. Et je ne parle pas de bagailles. Je ne parle pas de schéma de ni Laval, là, ni PHTK. Un groupe homme politique, un groupe femmes politiques qui mettait pays là pour derrière l'argent, vendre drogue, tuer les gens, tout bagaille ça aujourd'hui à moment arrivé pour attaquer juridiquement, militairement, tout ça. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues. En français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Eh bien, nous y sommes allés d'une triade, d'une trilogie dans la première partie de l'émission, crise d'hommes, crise de moralité publique, crise de leadership. Mais quand vous avez une crise de leadership, mais elle va résulter en une crise politique. C'est ce à quoi nous assistons. La politique est entendue ici au sens de l'organisation de la chose publique, l'organisation de la chose commune, la res publica, comme disaient les Romains. Eh bien, la crise de leadership se résulte en une crise politique. Puisque personne n'arrive à se distinguer, puisque aucun parti politique n'arrive à se démarquer, puisqu'aucun leader ne bénéficie ni ne jouit d'un panache pan-national, mais nous avons là une crise politique. Et le blanc malveillant qui comprend cela dit, écoutez, puisqu'il n'y a pas de leader, puisqu'il n'y a personne qui jouit d'une réputation consensuelle, d'une réputation pan-nationale, eh bien, on va leur faire une petite composition à la négraille. Eh bien, vous avez un Moïse Jean-Charles qui prétend être populaire, ben on va lui dire, Moïse, envoie-nous ton président. Il nous envoie son Vertilaire, Emmanuel Vertilaire, qui est un voleur comme les autres et qui vole pour Moïse Jean-Charles. C'est pour cela que Moïse Jean-Charles a perdu toute crédibilité dans le Nord. À chaque fois qu'il tente de faire une récupération, ben, on le menace de le lyncher. Ce n'est pas que je me réjouisse de la chose, mais bon, hein, à un moment donné, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Et puisque Claude Joseph de Hédé prétend avoir une partie de la jeunesse, on lui dit, écoutez, malgré le fait que tu es épinglé par un jugement, du juge d'instruction, t'impliquant dans le complot ayant conduit à l'assassinat du président Jovenel, eh bien, envoie-nous aussi ton représentant. Et puisque ce qui ressemble s'assemble, Claude Joseph a détourné des fonds publics quand il était Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Il a détourné des fonds des missions diplomatiques afin de remplir sa caisse personnelle et la caisse de son parti aidé. Eh bien, qu'est-ce que vous notez ? Claude nous a envoyé Smith-Augustin, qui se ressemble, s'assemble. Que fait Smith-Augustin ? Vous l'avez dit, il vole.
Bah, j'aime mon petit jeune homme sans honte comme ça. Au fait, ils sont tous sans honte. Quand même, ils ont zo bouquet chien. Lui, s'il était un os, le chien se fatiguerait à force de tenter de l'écraser. Imagine, le gars, il est président, un 9e de président, mais il détient quand même les prérogatives présidentielles. Il entre illégalement en République voisine au point qu'il a été arrêté. Vous entendez cela? Un président qui se fait arrêter et il n'a pas honte. Il ne se suicide pas. Ah, parce qu'il a voulu aller se marier là-bas. Non content d'avoir détourné des fonds publics. Dernièrement, lors d'un voyage officiel qu'il a amené avec une équipe pléthorique en terre étrangère, eh bien, il aurait dépensé quelque chose comme 100 000 $ américains. Putain de merde. Alors, qui se ressemble s'assemble, hein? Crise politique. Lavalas nous a proposé son Leslie Voltaire. Jusque-là, on le voyait bon enfant, Leslie Voltaire. On l'appelait affectueusement Tichine. Mais putain, il ne fait pas différemment des autres. Il est en train de placer ses petits amis, avec ou sans compétences, dans toutes les structures de l'État, en particulier dans les missions diplomatiques. Leslie qui criait à haut sur le baudet lorsque Ariel plaçait ses amis dans les missions diplomatiques. Mais écoutez, aujourd'hui, mais il fait pire que Ariel. Nos représentations diplomatiques n'ont pas assez de place pour accueillir les diplomates, les consuls, au fait des petits voleurs que Leslie Voltaire et les autres placent. Donc il y a une crise politique. Puisque chacun veut avoir sa part de gâteau, ben on vous donne à chacun une part du gâteau. Et bien, mais ça fait quoi? Des gens qui ont le ventre gros, vous voyez, maintenant le ventre de Leslie, enfin, ils ont tous le gros ventre parce qu'ils volent. Telle structure devait avoir son représentant, et bien alors là, on nous donne Edgar Leblanc, on nous donne, n'est-ce pas, Louis-Gérald Gilles. Les églises nous ont donné un pasteur qui était censé faire la différence, qui était censé être la conscience morale de cette organisation de malfaiteurs. Crise politique. Et si vous voulez avoir une anticipation de ce qui s'en vient, posez-vous la question, qu'est-ce qui va se passer au 7 février? Puisque l'accord qu'ils ont signé, ce pourquoi la CARICOM et les États-Unis les ont placés là, c'était pour préparer des élections, lancer des grands chantiers et faire en sorte qu'un président élu soit installé le 7 février 2026. Nous sommes déjà au mois d'août. Il n'y a pas le début de commencement d'élections qui se pointe à l'horizon. Donc il n'y aura pas d'élection. Ils avaient promis un référendum. Il n'y a pas le début de commencement du mot référendum. Il n'y en aura pas. Ils avaient promis une réforme constitutionnelle, mais à part un ex qui a volé beaucoup d'argent, qui a détourné beaucoup de fonds publics pour son histoire personnelle, mais qui nous parle de constitution, mais personne n'y croit. Donc, voyez-vous, cette crise politique-là ne fait que commencer. La crise pour la gestion de la chose publique. Parce que ceux qui sont là n'ont aucune légitimité populaire. Ils n'ont pas de légitimité constitutionnelle, on va en parler, légitimité légale. Et en plus, ils n'ont aucune morale publique. Donc, on est dans la crise politique. Beaucoup commencent à réfléchir. Qu'est-ce qui devrait se passer au 7 février prochain? Est-ce qu'on va revenir à la formule du président de la Cour de cassation? Au moins, on aura une apparence de l'égalité. Mais avoir un président de la Cour de cassation, en quoi cela nous garantit qu'on va sortir de cette crise de moralité publique, de cette crise de leadership, de cette crise politique dont on a parlé tout à l'heure nullement? C'est de prendre une personne qui peut se targuer d'avoir la toge de la Cour de cassation, mais
comment cette personne-là, parce qu'elle est issue de la Cour de cassation, comment va-t-elle nous sortir de la crise politique? Non, on n'est pas sorti du bois, on est mal barré, comme disent les autres. Eh bien, cette crise politique résulte aussi d'une crise constitutionnelle. La vérité, c'est que la classe politique se fout de la Constitution, se fout royalement de la Constitution. L'équipe en place se fout de la Constitution. Au fait, personne n'évoque, sinon que pour confondre l'autre, un article de la Constitution. De toute manière, elle est mise en veilleuse. C'était comique, pour ne pas dire loufoque, de voir un Leslie Voltaire évoquer des articles de la Constitution contre, n'est-ce pas, Gariconi, qu'il voulait congédier. Et c'était non moins loufoque de voir Gariconi répondre à Leslie Voltaire avec d'autres articles de la Constitution. La vérité, c'est qu'on n'est pas dans un ordre constitutionnel parce que tout le monde se fout de la Constitution. Mais il y a un problème là, les amis. Quand on n'est plus guidé par une loi mère, quand on n'est plus guidé par, si vous voulez, un texte de loi qui, même si il est dur ce texte de loi, ou même si cette loi est dure, comme disaient les autres, n'est-ce pas, Douralex, mais qui devrait être la loi pour tous, mais quand on n'est pas guidé par cela, mais c'est l'arbitraire. On n'est plus dans un état de droit, il n'y a plus de règles, c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous, on est revenu, n'est-ce pas, à la jungle, c'est la loi du plus fort. Pourquoi? Parce que la crise politique marche de pair avec la crise constitutionnelle. Nous avons donc une crise politique, nous avons donc une crise constitutionnelle, et puisqu'il n'y a pas de règles, puisque personne ne se soumet à la loi, puisque ce qui revient, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle, n'est-ce pas? Eh bien, cela résulte en une crise sécuritaire. Donc, vous notez que il y a une logique. Personne ne peut imposer son autorité, en sorte qu'on partage le gâteau en plusieurs voleurs qui ne font que voler. Pourquoi avons-nous une crise politique? Mais c'est parce que nous avons une crise constitutionnelle. Pourquoi avons-nous une crise constitutionnelle? Parce que personne ne s'intéresse à la loi mère. Et puisqu'il y a crise politique, il y a crise, n'est-ce pas, constitutionnelle. On se retrouve avec une crise d'autorité. Et la crise d'autorité résulte en une crise de sécurité. Pourquoi Barbecue aurait eu peur de paraison? Pourquoi Barbecue, ou bien ISO, ou bien l'un de ces terroristes, ou bien Vitellum, Timacac, tous ces salopards qui ont perdu le droit d'être sur Terre, quant à moi, pourquoi se soumettraient-ils à l'autorité de Fritz, à l'autorité de Louis-Gérald Gilles? Louis-Gérald Gilles a déjà mandaté Magali Habitant, qui se trouve en prison parce qu'elle a ouvert trop grande sa gueule, a déjà mandaté Magali Habitant pour aller négocier le droit de passage dans des zones de Timacac, dans des zones de Vitellum ou que sais-je encore. Remarquez quelque chose, je le souligne à chaque fois, quelque puissant soit Timacac, quelque méchant soit-il, quelque inhumain soit-il, les Timacac, les barbecues, les ISO, tous ces salopards qui, répétais-je, perdent le droit d'être sur Terre, les avez-vous jamais attenté à la vie d'un ministre ou d'un membre du gouvernement? Pas du tout, pas du tout. Fritz Jean n'est jamais menacé par les terroristes. Edgar Leblanc n'est jamais menacé. Et Leslie Voltaire, bon Dieu, il est tout heureux, vous le voyez, il est comme bon Dieu. Il redevient heureux, il grossit. Pourquoi? Parce qu'il mange bien, il fait beaucoup d'argent, il place ses amis, c'est tout ce qu'il voulait, lui. Donc la crise sécuritaire, ce n'est pas pour les autorités. C'est pour vous et moi, c'est pour la population civile. On n'a pas chassé, n'est-ce pas, Leslie Voltaire de sa maison. On n'a pas chassé Fritz Jean de sa maison. On ne chasse pas Edgar Leblanc de sa maison. Donc, voyez-vous, la crise sécuritaire, c'est pour la population civile qui est chassée de sa maison. Et cette crise sécuritaire va résulter en une autre crise qui est la crise alimentaire. On ne peut pas écouler sa marchandise à travers tout le pays car il faut payer une pizza, il faut payer une rançon.
Il y a des postes de péage qui sont établis non pas par les autorités étatiques, mais par les seigneurs de guerre. Et la police s'accommode de la chose. Donc nous avons une crise politique. Il n'y a aucun politicien, aucun dirigeant qui s'impose, donc on partage le gâteau. Pourquoi y a-t-il crise politique? Mais c'est parce qu'on ne se soucie pas de la loi mère, on ne vit pas sous la férule d'une loi qui soit la même pour tous, donc on est dans l'arbitraire, on n'est pas dans un état de droit. Et donc, puisqu'il y a crise politique, crise constitutionnelle, cela résulte en une crise d'autorité, alors chacun va faire valoir ses muscles. Nous avons donc les terroristes qui imposent leurs lois et qui font attention pour ne pas toucher aux politiciens parce que, ils font le même travail. Donc vous voyez qu'il y a une logique. C'est pour cela qu'on va parler d'une crise systémique. La crise traverse tout le système. Puisqu'on vient de faire une autre grappe de 3 crises, 3 à 4, je ne sais plus, arrêtons-nous ici avant de voir d'autres facettes de cette crise. Question c'est exactement pour Wood, parce que Wood, plusieurs fois, il parlait avec des autorités en Haïti. Et m'a demandé, est-ce que par exemple, par occasion, est-ce que vous avez une chance de parler avec le ministre intérieur, là, ministre de Défense ou bien général la mer? Parce que le problème en Haïti, il n'est pas appartient à la police, il appartient à la militaire, parce qu'il y a des affaires, là, c'est des choses qui ne sont pas appartiennent à la police. Le combat, si la police fait intervention, non en place, les militaires devraient garder la place. Est-ce qu'on a une chance de parler avec Youn, soit général là, ou bien ministre intérieur, ou bien ministre de Défense, si toutefois, il y a une signification place qui est occupée? Merci. Tout traité malachon qui signé, tout a révoqué. De 1915, arrivé 2025, Haïti signe 187 accords traités, j'aurai les là. M'gé copie tout. Tout a vote annulé. Là nous prenons tête pays nous parce que tout est mal initié. Yo tout parce que là où deux pays ont signé un contrat, yon pays yon proposé, yon rectifié et puis yon joué un point commun. Malena archive États-Unis, tout contrat signé avec Haïti, gagne une seule copie. Copie que Haïti signe. Ça veut dire, yon n'a pas respecté les normes internationales, tout a annulé. Proposition pour ou pas qu'à arrêter pour ingérence en Haïti. Ministre intérieur, m'a tout répondre à une question que tu posée. C'est ministre intérieur qui pour connaître rôle. Rôle ministre intérieur en Haïti, tout n'est pas pensé c'est pour faire l'argent pour élection. Et pas ça. Un ministre intérieur en chargé, est-ce qu'on connaît 6 heures du soir, pas un diplomate étranger qui t'a supposé dans la rue en Haïti? Ça, c'est le rôle ministre intérieur pays d'Haïti. Est-ce qu'on connaît pour un consul qui porte au prince à Saint-Marc, folie 10 ministres intérieurs, qui ça le faire? Qui mouni pour le contre avec? Qui nature en compte là? Si que ou pas fait ça, et pas étranger, parce que saute qui baille, quand on a parlé de sécurité et communication, on parle avec tout le monde qui est en Haïti. On va proposition à proposition, on montre avec collègues moi en Haïti. Monsieur, depuis c'est pour bagay, yo ka fait l'argent là-dedans, yo pas là-dedans. Ça veut dire c'est peut-être ça, nous un dossier mercenaire, pas vrai? Peut-être que me dit moi-même pas besoin de 5 millions de dollars pam nan yo frim non. Yo plutôt bail, yo retire là-dedans et puis yo remettre taxe pays avec un groupe mercenaire. Au contraire, ça veut dire pour vous qui pas comprendre, petit tout fait tout esclavage là administrativement. Ça veut dire là, bataille sacrale n'a fait là qu'on y a là, un monde qui pas prêt pour bataille, pas commencer bataille. Parce que bataille ça fait commencer.
On pourrait continuer à décliner la crise en diverses facettes. On y passerait la matinée, peut-être même la journée, y aller ad infinitum, comme on dit. Mais il y a une facette de la crise qui m'interpelle particulièrement. C'est la facette organisationnelle. Vous savez pourquoi la crise a tant duré? Vous savez pourquoi la crise est systémique? C'est parce que nous avons une crise organisationnelle. Nous n'avons pas d'organisation pan-nationale. Et ce problème-là ne concerne pas seulement les Haïtiens du dedans, ce problème-là est particulièrement criant dans la diaspora. Il n'y a pas une organisation qui représente valablement la diaspora et qui détient la légitimité des Haïtiens du dehors. Et c'est l'objectif que se donne CASH. CASH, c'est pour communauté. CASH se veut un mouvement citoyen, communauté d'action. CASH ne veut pas seulement parler, CASH veut poser des actions dans des secteurs stratégiques, dans des secteurs vitaux de la nation haïtienne, car on veut qu'Haïti soit au cœur de ce mouvement citoyen. Pour y arriver, il faut que chaque ville, chaque partie, chaque secteur de la communauté haïtienne de la diaspora soit impliqué. Et nous, de l'équipe de CASH, nous nous proposons de parcourir les grandes villes de la diaspora pour montrer aux Haïtiens du dedans que les problèmes d'Haïti sont d'abord des problèmes d'hommes et que si on réformait l'homme haïtien, on va reprendre notre pays, on va reconquérir notre destin, reconquérir notre dignité, reconquérir notre souveraineté et changer notre pays pour de vrai. CASH, a priori, n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement citoyen. C'est vous et moi qui prenons conscience de notre désorganisation, qui prenons conscience de notre inorganisation et qui décidons de nous organiser pour avoir une voix forte, une voix légitime, une voix représentative. C'est CASH. C'est un mouvement. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement, ce n'est pas un truc d'intello, c'est un truc qui se veut un mouvement citoyen, un rassemblement citoyen. Nous voulons reprendre notre destin en main. Nous voulons recouvrer la souveraineté nationale. Nous voulons recouvrer, n'est-ce pas, notre dignité. Nous voulons reprendre en main notre nation pour la construire pour nous tous. Nous ne pouvons pas faire confiance aux partis politiques. Nous ne pouvons pas faire confiance aux personnalités éminentes. Le système finit toujours par les broyer. Nous devons nous organiser. On posait la question à Mao. Vous savez, Mao, quand il lançait la révolution chinoise, on lui posait la question, mais quels sont les besoins fondamentaux de la Chine? Il répétait organisation, organisation, organisation. Nous devons faire nôtre, n'est-ce pas, cette trilogie de Mao. Ce qu'il nous faut, c'est une organisation qui nous représente, une organisation légitime, une organisation qui détienne l'adhésion populaire. Une organisation qui va poser des actions dans des secteurs stratégiques d'Haïti afin de recouvrer notre dignité, recouvrer notre souveraineté, reprendre notre destin en main, reprendre notre nation en main et la reconstruire pour de vrai. Je vous invite à vous inscrire sur CASH. Inscrivez-vous dans www.cashmouvement.org et vous allez voir, tout y est. Vous allez nous donner, vous allez nous communiquer vos coordonnées, nous dire dans quel secteur d'activité vous êtes prêts à vous engager, car c'est un mouvement d'engagement pour Haïti. Si nous ne le faisons pas, chers amis, nous allons perdre notre pays, car nos ennemis s'organisent. Vous avez peut-être déjà entendu parler du groupe Makaya. Le groupe Makaya, c'est une organisation que mettent sur pied les enfants de l'oligarchie haïtienne. On parle des enfants de Bidjo, on parle des enfants d'Accra, tous ces salopards qui ont fait d'Haïti
ce trou de merde qu'il est devenu. Eh bien, aujourd'hui, ils s'organisent pour s'assurer de ne jamais lâcher prise. Ils s'organisent, ils ont leurs représentants au département d'État, ils parlent au CARICOM. Mais quand on pense à Haïti, n'est-ce pas, eh bien, on pense à ces gens-là, parce qu'eux, ils sont organisés. Dans quel but le font-ils, ces gens de Makaya, pour continuer à ne pas payer d'impôts, pour continuer à ne pas payer de taxes, pour continuer à avoir des monopoles, pour continuer à placer des armes aux mains de nos jeunes, de manière à nous faire fuir Haïti et qu'Haïti demeure pour eux. Ce n'est pas pour eux que Dessalines est mort. Quand nos ancêtres essuyaient les coups de fouet dans les plantations, eh bien, les Bidjo et leurs ascendants, les Akra et leurs ascendants, tout cela asservissait aussi notre peuple parce que, j'aime à le rappeler, les Arabes, ce sont eux qui ont introduit l'esclavage dans le monde moderne. Alors allons nous laisser les fils de l'oligarchie s'organiser dans le groupe Makaya et assister passif à cette chose et laisser les dirigeants haïtiens vendre notre pays. Vous l'avez entendu, ça? Didier Fils-Aimé, imaginez, a signé un contrat avec Éric Prince. Éric Prince qui est un raciste de première. Éric Prince qui a déjà dit, et vous pouvez retrouver l'entrevue, que les Noirs sont incapables d'autogouvernance, ils sont incapables d'autodétermination. Si bien qu'Éric Prince a demandé à Donald Trump d'occuper tous les pays noirs. Ni plus ni moins. Alors, Alix Didier Fils-Aimé a signé avec Éric Prince un contrat de 10 ou 20 ans, donc un contrat de 10 ans renouvelable pour 20 ans, contrat au terme desquels Alix Fils-Aimé abdique toutes les missions régaliennes de l'État. Désormais, c'est Éric Prince qui va prélever des taxes et les impôts. C'est Éric Prince qui va contrôler nos douanes, qui va contrôler nos frontières, qui va contrôler nos aéroports. Donc là, ce sont des missions régaliennes de l'État. Et Alix Fils-Aimé, qui n'est pas un élu, Alix Fils-Aimé, qui n'a pas été avalisé par un parlement, se permet, en tant que mulâtre, en tant que membre de l'oligarchie haïtienne, se permet en catimini de signer un contrat avec Éric Prince et qui confie nos douanes, qui confie, n'est-ce pas, nos taxes, qui confie nos impôts, qui confie nos frontières, nos aéroports à Éric Prince, un étranger. Donc, Didier Fils-Aimé a tout simplement consacré la réoccupation d'Haïti. Incidemment, je vous dis qu'on va poser une action d'éclat. Nous avons le docteur Lucien Prophète, qui est membre de CASH, qui fait partie du comité stratégique de CASH en matière juridique, qui va lancer, et on va placer, n'est-ce pas, dans les prochains jours, cette pétition en ligne, qui va lancer une pétition pour recueillir vos signatures contre ce contrat et qui va déposer, qui va intenter une action en justice auprès de la Cour supérieure des comptes contre Alix Didier Fils-Aimé. Parce qu'Alix Fils-Aimé n'a pas les prérogatives constitutionnel pour engager l'État dans de tels contrats. Donc, c'est ce que je vous disais. Les hommes qui nous dirigent se foutent carrément de la Constitution. Mais il le fait Alix Fils-Aimé à la barbe avec le grand plaisir de Leslie Voltaire. C'est aussi lui qui l'a placé là. Alix Fils-Aimé, n'est-ce pas, qui était en faillite aujourd'hui, n'est-ce pas, devient tout à coup un homme riche après quelques mois à la tête de la primature. Et il se permet désormais de vendre le pays à Éric Prince pour que ce dernier prélève des taxes, impôts, qu'il contrôle nos douanes, qu'il contrôle nos impôts, qu'il contrôle, n'est-ce pas, nos aéroports, nos frontières. Vous voyez à quel type d'organisation de malfaiteurs nous avons affaire? Pourquoi tout cela est-il possible? Parce que nous avons laissé la chose politique, l'organisation de la communauté à des salopards, à des hommes sans foi ni loi. Notre plus grande crise, c'est une crise organisationnelle. Organisons-nous, comme dirait Mao, organisons-nous, organisons-nous. CASH vous offre une plateforme. Inscrivez-vous. Devenez membre. Dites dans quel secteur d'activité vous voulez vous engager. Nous allons créer une organisation si imposante qui parle au nom de la diaspora
pour reprendre notre dignité, recouvrer notre souveraineté, prendre notre destin en main, reprendre, n'est-ce pas, notre pays et refonder la nation haïtienne pour le plus grand bien du plus grand nombre. Un mouvement citoyen, c'est d'abord ça, cache. Merci d'avoir été à l'écoute. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine, à la prochaine. Au revoir. Vive Haïti, vive le peuple haïtien.